Voilà, alors j'ai intitulé mon propos «Pourquoi lire les témoignages de rescapés des camps de concentration nazis aujourd'hui?» Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis rentrée sur ces questions de manière personnelle. Parce que l'année où j'ai préparé le concours d'entrée à l'école normale supérieure, on a eu au programme L'espèce humaine de Robert Antelme, qui est le récit de détention de Robert Antelme. Et ça m'a tellement bouleversée, mais sur tous les plans, c'est-à-dire émotionnel, intellectuel, et puis au niveau de ma vie, puisque j'en ai fait ma carrière finalement, enfin ma carrière universitaire, que j'ai continué sur cette voie. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir ce rempart littéraire, puisque j'étais une littéraire, et j'ai fait une thèse en littérature. Et ça m'a un petit peu préservée, c'est-à-dire que c'était très violent parce que vécu dans une intériorité, celle de Robert Antelme. Et en même temps, j'avais pas nécessité, à part pour ancrer dans le contexte, d'avoir les détails historiques les plus terribles. Quelques années plus tard, j'ai senti la nécessité d'aborder ce pan, et ça a été terrible pour moi de lire, comme vous l'avez peut-être fait en précision, l'histoire des Einsatzgruppen et ces choses-là, et des Sonderkommando et toutes ces choses dont je m'étais un petit peu préservée. Ça a été très difficile. J'ai d'ailleurs arrêté mes recherches pendant 3 ans sur le sujet, et ça m'arrive régulièrement, parce que c'est un sujet, vous le concevez bien, très lourd. Et ensuite, il y a eu donc le tournant dont je voulais vous parler, c'est que ensuite, donc je travaillais pendant que je faisais ma thèse, j'étais dans une université de lettres. Et donc les cours que je faisais dessus avaient toujours le prisme de pouvoir prendre un angle littéraire. Qu'est-ce qu'on a fait sur le langage en essayant de dire l'indicible. Donc c'était une question passionnante, mais qui me préservait. Et quand je suis arrivée à Sciences Po Ex, où j'ai maintenant mon poste, je me suis dit, tu n'es plus en position de prof de lettres, comment conserver la substantifique moelle de ton sujet à cette génération qui arrive, tout en leur disant des choses qui ne sont pas que historiques, et en me donnant à moi-même l'impératif que tout ce que je leur dis me semble important. Donc j'ai reconfiguré un petit peu mes recherches à ce moment-là, et c'est là que la question s'est posée en ces termes: pourquoi lire les écrits de rescapés aujourd'hui? Et effectivement, dans ma perspective, c'était aujourd'hui, quand on a 18, 20, 22 ans, puisque c'est la classe d'âge des étudiants de Sciences Po Ex. Et du coup, je l'ai ouverte aussi, bien sûr, aux autres générations. Et la mienne, évidemment, et puis celle aussi de mes parents, voire plus loin. Et donc, c'est un petit peu le fruit de ces recherches à un point de vue un petit peu réflexif que je vais vous livrer aujourd'hui. Alors, ce qui m'a frappée depuis le début, de toute façon, sinon je ne me serais pas attachée ni à l'œuvre de Robert Antelme, ni aux autres écrits de rescapés des camps de concentration nazis, puisque tel est mon sujet de recherche. Je ne l'aurais pas fait si j'avais pas été frappée dès le début par l'ancrage profondément humain de ces récits. Et je veux vraiment pas employer cette expression avec des mots creux quand je dis ça, c'est que les titres des œuvres qui m'ont le plus marqué, c'est pas ma déportation ou mon récit de déportation, c'est carrément des titres comme L'espèce humaine. Je dis, Robert Antelme écrit en 1946 et publie donc en 1947 cette même œuvre, hein, qu'il a intitulée L'espèce humaine. Donc on n'est pas là à raconter sa tranche de vie, et on est là pour dire des choses qui concernent l'humanité. Cette œuvre est... On fera les questions après si vous permettez, ouais, parce que sinon je me m'éparpille. Voilà. Ouais, des questions qui concernent l'humanité. Et d'ailleurs, tout de suite, quand j'ai travaillé sur Robert Antelme, je me suis fait la réflexion que son œuvre était classée toujours à des endroits différents dans les librairies. Tantôt il était en littérature, tantôt il était en témoignage historique, tantôt il était carrément en anthropologie. L'espèce humaine, voilà, ou en philosophie. C'est un ouvrage inclassable parce qu'il est ancré dans le vivant, donc il est aussi dans récit de vie, autobiographie, récit de soi. Parfois il est au rayon histoire, parce que c'est aussi des témoignages sur un moment d'histoire déterminant. Et certaines fois, c'est traité comme un essai de sciences humaines. D'ailleurs, il est publié dans une collection de Tel Gallimard,
donc avec d'autres écrits plus anthropologiques. Donc on est vraiment sur un terrain particulier. Et si vous regardez bien, il n'est pas seul dans ce cas-là, puisque le titre de l'ouvrage le plus connu de cette période, Si c'est un homme, de Primo Levi, interroge aussi l'espèce humaine, évidemment. Elie Wiesel plus tard écrira Paroles d'étrangers. Enfin, il y a énormément de récits, c'est essentiellement sur ceux-là que je travaille, qui parlent, où ces personnes-là prennent en charge un récit qui est le leur, mais évidemment pour beaucoup plus que de raconter ou livrer un témoignage historique de ce qu'ils ont vécu. Et donc la question qui est la mienne depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'est-ce qui, dans leur vécu corporel, physiologique, intérieur, philosophique, des gens qui ont vécu, c'est-à-dire c'est pas de la théorie, c'est pas de la philosophie théorique, parce qu'il y a de la philosophie pratique aussi, mais c'est pas de la théorie sur l'espèce humaine, c'est à quoi ces gens-là se sont confrontés et quelles révélations ils ont eu ou cru avoir en fait, selon ce qu'on pense en fait de leurs écrits, sur l'espèce humaine pour finalement en écrire des livres. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour moi, évidemment, je vous demande juste d'entendre mon point de vue, mais chacun peut évidemment, enfin, je vous demande de rester complètement libre de ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'il y a eu dans les camps de concentration des véritables révélations sur l'homme qui sont extrêmement délicates et qui sont peut-être par moments plus fortes que des pans énormes de la philosophie qu'on nous enseigne, parce qu'il y a cette étape du vécu, de l'histoire et de la transformation de ce contenu en philosophie. Je pense aussi que certains de ces rescapés qui ont écrit ont un positionnement tout à fait particulier par rapport à leur vécu, à l'histoire, au langage et à toutes ces questions-là, parce qu'il y a une chronologie de la mise en place du témoignage qui est extrêmement spécifique, qui leur est extrêmement propre. Je vous explique un petit peu mon point de vue. Quand je travaillais sur l'œuvre de Robert Antelme sous l'angle littéraire et sur d'autres écrits de rescapés sous l'angle littéraire, Charlotte Delbo, Georges Semprin, Primo Levi, David Rousset aussi, enfin les auteurs rescapés, je me suis fait des réflexions sur l'indicible, puisqu'on dit toujours que cette expérience est indicible. Et beaucoup des auteurs le disent aussi, ce qu'on a vécu est indicible. Il n'empêche que des écrits incroyablement significatifs ont été écrits par certains d'entre eux. Et évidemment qu'il y a une caractéristique littéraire qui entre en jeu là-dedans. Et je l'affirme, enfin, c'est ce que je prouve dans ce petit pavé, qui est la première partie de ma thèse. Pour moi, il y a un indicible théorique, mais il y a un indicible qui a été dépassé par certains auteurs. Quand je lis L'espèce humaine de Robert Antelme, j'ai l'impression que ce qu'il avait à dire et qui était au préalable pour lui indicible a été dit au moins à 80 ou à 90%. L'indicible a été surmonté par le langage. Et pas n'importe quel indicible. Pour moi, c'est considérable. Ça veut dire que les expérimentations littéraires qui ont toujours été faites, tout le XXe siècle a été ponctué d'expérimentations littéraires à tordre la langue dans tous les sens, le langage cuit Desnos qui est passé par les camps, mais le langage cuit c'est en 1922, donc c'était avant. Toutes ces tentatives littéraires, poétiques, de tordre de langage, je pense aux synesthésies baudelairiennes, aux synesthésies rimbaldiennes, à tout ça, c'était pour expérimenter la capacité linguistique à embrasser le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un indicible sur quelque chose qu'il est crucial de dire à l'humanité ? La création littéraire, l'expérimentation qu'on fait de la langue, le fait de la tordre dans tous les sens quand on crée avec elle, a un but infiniment, enfin qui dépasse infiniment l'expérimentation littéraire. Il ne s'agit pas d'expérimenter jusqu'où peut aller le langage. Il s'agit de trouver les mots pour dire ce qui restera à tout jamais indicible sinon, alors que ça concerne l'humanité dans quelque chose, dans ce cas-là, de plus profond. Donc c'est énorme. Et cette position, en fait, de prophète, poète, par nécessité, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont été déportés, ils n'ont jamais demandé à ce qu'on leur donne des révélations sur l'humanité.
Ce ne sont pas des hommes de foi qui, à force de pratiques mystiques, ont eu l'impression de voir Dieu qui leur a dit que, pas du tout. Des gens qui ont été déportés de force, qui se sont retrouvés face à des révélations parce qu'ils ont été plongés dans un espèce de laboratoire diabolique de l'homme. On ne sait pas, nous, ce qu'on aurait fait si on aurait... bravo. On ne sait pas, nous, ce qu'on aurait fait si on avait été plongé dans de telles conditions. Et je reprends la phrase de Robert Antelme, quand il parle de l'intérieur du camp. C'est ici que nous aurons trouvé les estimes les plus entières et les mépris les plus définitifs. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'impression de voir l'homme sans masque. Qu'est-ce qu'on fait dans l'état zéro de l'humanité, ce degré zéro de l'humanité, quand on a quelqu'un qui est mort à côté de nous et qui tient son quignon de pain et qu'on lui prend? Est-ce qu'on est quelqu'un de pragmatique? Ou est-ce qu'on est en train d'enfreindre une des lois de l'humanité les plus sacrées? Laisser les morts en paix. C'est toutes ces questions qui se posent et je trouve pas du tout que ce soit anodin. Je pense qu'il s'est passé sur le plan philosophique et historique et littéraire quelque chose de considérable dans l'histoire de l'humanité. Et donc ce qui m'intéresse maintenant, depuis quelques années comme je vous l'ai dit, c'est de me demander qu'est-ce qu'il reste de ces écrits, quelles révélations ont eu entre les mains ceux qui ont eu l'impression d'avoir affaire à vraiment des révélations sur ce qu'est l'homme, et qui sont donné le mal de les transmettre avec toutes les difficultés qui se présentaient devant eux, notamment en termes de langage. Et donc ce ne sont ni des gens qui sont arrivés en disant « Ah, je vais tordre la langue dans tous les sens pour voir jusqu'où elle peut aller ». Ce ne sont pas des gens qui se sont dit « Je suis philosophe, observons l'humanité dans ce qu'elle a de plus secret ». Des gens qui ont été jetés dans un camp de concentration. Voilà. Et après, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Ça implique aussi une posture d'humilité que... croyez-en, mon expérience de littéraire, peu de gens de lettres qui écrivent ont en partage. Donc c'est aussi pour moi d'une grande beauté d'être porté par cette nécessité. Alors évidemment, il y a plein d'auteurs aussi qui sont portés par des nécessités de dire, mais il y a cette nécessité qui est ontologique en fait de transmettre quelque chose sur l'humanité, qui est à l'origine de ces recherches poétiques et philosophiques et qui me semble considérable dans l'histoire des mots et de l'homme. Alors, ben maintenant, la question, je suis bien gentille avec mes petites élucubrations, mais quelles sont ces révélations? Alors évidemment, il y en a beaucoup, mais je me concentrerai sur 3 d'entre elles. Pourquoi? Comment je les ai choisies? En fait, le point de vue qui est le mien est critique, c'est-à-dire que donc ça fait depuis 2003 que je fais des recherches dessus, donc ça fait 15 et 20 ans, enfin ça, voilà, j'arrive pas à calculer comme ça, mais ça fait un bon moment que je travaille là-dessus. Et en fait, je suis de plus en plus en colère par rapport aux propos qui sont véhiculés, selon lesquels on a tiré les leçons de l'histoire. Et je trouve que c'est un immense mensonge. On n'a pas tiré les leçons de l'histoire. On les a tirées sur là où ça nous arrangeait. On a fait un espèce de décorum flonflon, applaudissons-nous, et on continue de vivre selon une logique qui a été nommée, c'est pas moi qui le fais, mais qui a été nommée par les gens qui ont vécu dans les camps de concentration nazis comme similaire et fondée sur la même logique que les camps de concentration nazis eux-mêmes. Et ça, on l'a gardé. Je vais vous expliquer ça parce que je vais pas vous balancer mes exemples en pleine tronche, c'est hyper violent. Parce qu'évidemment, ça incite à une remise en question. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, mes comportements de vie ont changé, donc c'est pas anodin, ça n'a pas été facile non plus. Donc rentrons dans le vif du sujet. Alors je vais commencer par un plan plutôt socio-économique et après j'irai vraiment dans le plan humain. Donc sur le plan socio-économique, je voulais d'abord aborder la clé de voûte du récit de Robert Antelme, l'espèce humaine, qui est ce passage, dans mon édition c'est autour de la page 240, où il affirme qu'il n'y a qu'une espèce humaine. Alors dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, il n'y a qu'une espèce humaine, oui, on s'en serait douté. En fait, c'est tout un processus philosophique qu'il fait en remarquant, en constatant, avec l'effet grossissant de ce laboratoire infernal qui a été le camp de concentration, que ce que font les nazis, ce n'est que le grossissement extrême de ce qui se passe dans le monde, je vous lirai le passage après, et qui est d'essayer de dire qu'il y a des gens plus humains que d'autres. Et de dire qu'en fait, Robert Antelme le dit bien mieux que moi, donc je vous le lirai, que
on se comporte les uns avec les autres comme si certains pouvaient sortir de l'espèce humaine, on peut les pousser dehors. Par exemple, le mendiant, le pauvre, ces gens-là, ou les migrants, seraient dans des états intermédiaires de l'humanité. Ils sont sur cette espèce de frange où on pourrait leur dire « Ah, ils sont moins humains que nous, on ne se reconnaît plus en eux, ils font pas partie de la même espèce, en gros. » Et là, ça rejoint toute une étude que j'ai faite sur la base de cette réflexion antelmienne, qui est sur la substantivation des adjectifs. On a beaucoup tendance dans nos sociétés à dire, par exemple, « le pauvre ». Alors évidemment qu'il y a un outil pratique. C'est beaucoup plus facile de dire personne en état de précarité. Et puis en plus, ça fait politiquement correct. En ce moment, tout le monde vomit. Enfin, beaucoup de gens vomissent sur le politiquement correct, alors que ça a quand même des raisons d'être. Donc, évidemment, vaste débat. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. En tout cas, je trouve ça hyper dangereux de partir de la réalité de cette substantivation. Dire le pauvre, c'est oublier que c'est un état de précarité transitoire. Cet homme qui est pauvre n'est pas né pauvre. C'est une évidence quand on le dit comme ça. Mais on a tendance à considérer que comment lui parler puisqu'il est pauvre, au lieu de se dire c'est un humain comme nous, comme vous et moi, parlons-lui normalement. Non, on a toutes ces distinctions entre espèces humaines, d'espèces humaines et espèces humaines qui s'interposent et on ne sait plus quoi dire, même avec les meilleures intentions. J'ai fait du bénévolat social. Je voyais les bénévoles, ils savent pas trop comment se positionner, alors que c'est leur métier. Enfin, il y en a. Après, il y en a qui se positionnent aussi très très bien et justement qui passent ces barrières-là. Donc c'est assez fascinant. Donc la substantivation de l'adjectif, c'est quand on prend un adjectif, donc il est pauvre, et qu'on en fait un nom. Le pauvre, tu es, donc tu es pauvre, adjectif. Le pauvre, voilà, c'est un pauvre. Bon. Donc, cette substantivation est un poison qui a été dénoncé par Robert Antelme et par plein d'autres. Les états transitoires ne seront jamais des outils de classification pertinents dans l'espèce humaine, et pourtant, ils le sont encore. Donc, quand on me dit « nous avons tiré les leçons de l'histoire », je dis « non, c'est un mensonge ». On a tiré certaines leçons de l'histoire, effectivement que... je touche du bois pour qu'on puisse se dire qu'on est encore dans quelque chose qui ressemble vaguement à de la démocratie. Mais il y a eu beaucoup de choses faites en ce sens, surtout dans les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Mais non, on n'a pas tiré toutes les leçons de l'histoire, loin de là. Ce qui adviendrait si on tirait les leçons de l'histoire en se fondant sur les textes d'Antelme, qui est loin d'être la moitié d'un imbécile, c'est qu'on aurait... on aurait assisté de longue date à la fin définitive de la classification en classe et en race. Et vous savez comme moi que la classification en race est loin d'être abolie. On a beau dire, il y a des débats totalement nauséabonds à l'heure actuelle. Et vous savez tout simplement au niveau sociologique que selon les consonances de votre nom, si vous allez pour candidater à un emploi et que vous avez un nom plutôt d'Afrique du Nord que comme Bertrand ou des trucs comme ça, vous avez beaucoup moins de chances de passer le cap du CV pour aller à l'entretien. Donc évidemment qu'il y a toujours ces classements-là. Et en classe, évidemment, c'est ce qu'on a vu. Alors, je vous lis le texte d'Antelme. Donc cet extrait, qui est donc, je vous l'ai dit, le passage qui est vraiment le cœur de l'édifice philosophique de Robert Antelme, arrive dans le récit à un moment où le détenu raconte les marches de la mort. Donc en fait, Robert Antelme fait beaucoup de digressions, enfin c'est pas des digressions, mais ponctue son récit de réflexion philosophique, mais son récit suit la trame chronologique de sa déportation. Donc là, on est plutôt vers la fin du récit, et le commando où il était, donc un commando de Buchenwald, donc Gandersheim, où il était, est évacué pour fuir l'avancée des Alliés. Donc ils sont sur les marches de la mort, dans les marches de la mort, et à un moment, les détenus s'assoient avec les personnes en charge de les faire marcher. Et Antelme a cette espèce voit la nature extérieure, donc ils sont dehors du camp, donc c'est énorme. Et il se reconnecte au végétal, à la nature qui l'entoure, et c'est extrêmement puissant pour lui. Et il observe la nature
et hop, il plonge en lui et dit ce passage, en tant que narrateur, il le dit beaucoup plus tard, mais donc il place ce constat philosophique à ce moment-là de son récit. Je vous le lis. Nous sommes au point de ressembler à tout ce qui ne se bat que pour manger et meurt de ne pas manger, au point de nous niveler sur une autre espèce qui ne sera jamais nôtre et vers laquelle on tend. Donc là, il est en train de dire que comme le système concentrationnaire les a réduits à être dans un état de survie, juste de survie, de chercher à manger pour ne pas mourir, ils se sentent complètement animalisés, vous savez tout ça, puisque leur préoccupation première, c'est se nourrir pour survivre. Donc pas du tout... on va voir tout à l'heure, on va reparler de la pyramide de Maslow, je ne sais pas si certains connaissent, mais on est totalement dans cette logique. Et il avance en disant « Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Nous restons des hommes, nous ne finirons qu'en hommes. Non, cette maladie extraordinaire n'est autre chose qu'un moment culminant de l'histoire des hommes, et c'est là que c'est important, et cela peut signifier deux choses. D'abord que l'on fait l'épreuve de la solidité de cette espèce, de sa fixité. Ensuite, que la variété des rapports entre les hommes, leurs couleurs, leurs coutumes, la formation en classe, masque une vérité qui apparaît ici éclatante, au bord de la nature, à l'approche de nos limites. Il n'y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. C'est parce que nous sommes des hommes comme eux que les SS seront en définitive impuissants devant nous. C'est parce qu'ils auront tenté de mettre en cause l'unité de l'espèce qu'ils seront finalement écrasés. Mais leur comportement et notre situation ne sont que le grossissement, la caricature extrême où personne ne veut ni ne peut sans doute se reconnaître de comportements, de situations qui sont dans le monde et qui sont même cet ancien monde véritable auquel nous rêvons. Tout se passe effectivement là-bas, comme s'il y avait des espèces, ou plus exactement comme si l'appartenance à l'espèce n'était pas sûre, comme si l'on pouvait y entrer et en sortir, n'y être qu'à demi ou y parvenir pleinement, ou n'y jamais parvenir même au prix de générations. La division en race ou en classe étant le canon de l'espèce et entretenant l'axiome toujours prêt, la ligne ultime de défense, ce ne sont pas des gens comme nous. Ok ? Donc ça, c'est dit en 46, publié en 47. C'est une voix concentrationnaire de quelqu'un qui en a fait l'expérience jusqu'au bout de sa chair, parce que Robert Antelme a vécu la déportation jusqu'à ne peser que 45 kg pour 1,90 m, donc on est là dans quelque chose d'extrême. Il dit, voilà, c'est l'image grossie, et il le dit, la caricature extrême, où personne ne veut ni ne peut sans doute se reconnaître. Et ça, c'est pour ma pomme et pour la vôtre. C'est pour notre pomme. On n'a pas envie de se reconnaître là-dedans. On n'a pas envie de dire, mais en quoi, moi, des décennies plus tard, je serais en train de considérer qu'il y a plusieurs espèces humaines et de créer des distinctions. Regardez notre comportement de tous les jours, même dans l'altruisme le plus poussé, même dans les gens militants, même dans les gens engagés, on n'arrive pas à considérer complètement l'autre comme toujours pleinement humain comme nous. On est très peu connectés, il y a beaucoup d'ateliers de reconnexion à soi et à l'autre d'ailleurs à l'heure actuelle, que je trouve plutôt bienvenue. On est là-dedans. Donc, pour moi, si on avait réellement tiré les leçons de l'histoire, les distinctions en classe et en race seraient un vieux souvenir d'il y a 70 ans. Ok, j'avance et donc j'en arrive à une autre révélation. Je change un peu d'auteur, mais Primo Levi et Robert Antelme sont extrêmement proches sur ces questions-là, sur l'idée que le camp n'a été qu'un grossissement de ce qui se passe dans la société civile, voire dans notre société actuelle. Et donc Levi dit lui aussi que Auschwitz n'est rien d'autre que quelque chose qui reprend le fonctionnement même des grands complexes industriels que nous connaissons. Et je continue là ce qu'il dit son propos, puisqu'il est mort en 87, voilà, qu'il y a encore de nos jours, et même poussé à l'extrême. Alors, la structure d'Auschwitz repose sur la rationalisation extrême de la destruction.
il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur le lien entre le Fordisme et l'élaboration du complexe d'Auschwitz. Et Henry Ford, dans son autobiographie « Ma vie et mon œuvre », publiée en 1922, dit très clairement que l'idée du travail à la chaîne lui est venue en visitant les abattoirs de Chicago. Et qu'il avait trouvé ça très intelligent de dissocier les tâches. Et en fait, cette dissociation des tâches, elle amène ce qui est selon moi un des points considérables de ce que nous apprend cette période terrible de l'histoire, qui est que la dissolution de la responsabilité permet cette espèce de double positionnement qui fait qu'on est à la fois absolument responsable tout en se sentant quasiment parfaitement innocent. Voilà. Ça, c'est le fait que ce qui a fait fonctionner le génocide pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est cette dilution de la responsabilité. Il y a un historien qui dit la bureaucratisation génocidaire, c'est-à-dire que tamponner un papier qui utilisait la LTI, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Victor Klemperer, LTI, la langue du Troisième Empire, donc il le dit en latin, c'est pour ça que c'est un I, donc du Troisième Reich, et vous savez que tout était, tout était dévoyé, on n'appelait pas les détenus, les déportés, on les appelait pièces, Stück. Donc tamponner un papier où il y avait déplacement de 2000 Stück, de 2000 pièces, un coup de tampon, on ne se sentait pas, l'employé, le bureaucrate qui donnait son accord par coup de tampon à ça, n'avait pas l'impression d'être responsable de l'engrenage génocidaire. C'était toute la question qu'il y a eu, bien sûr, au procès des anciens nazis ou des gardiens de camps de concentration, jusqu'à quel point ils étaient responsables, et eux avaient toujours tous les arguments pour dire « mais on ne l'est pas, en fait ». Voilà. Et donc, ça permet, en fait, que ceux qui ont l'idée soient dissociés de ceux qui effectuent la tâche, et que ceux qui effectuent la tâche puissent dire « je n'ai fait qu'exécuter ma tâche ». Mais comme je ne sais pas ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, c'est ce qui permet aussi, à l'heure actuelle, à des ingénieurs de dire je n'ai qu'assemblé de composants, ou je n'ai fait que réfléchir théoriquement sur l'atome, ou voilà. Mais en fait, si vous ne voyez pas le plan d'ensemble, vous pouvez construire une arme de destruction massive, sans le savoir. C'est exactement l'image qu'on en a dans Voyage au bout de la nuit. À un moment, Bardamu est en Amérique, et il est embauché dans les usines Ford de Détroit. Et Céline pratique beaucoup l'absurde dans ce roman. Et il montre la tâche qui est la sienne. Et en fait, si on lit tout le passage, on ne sait pas ce qu'il construit. Il dit « je bichonne la machine, je tourne un boulon, je suis une viande vibrée à l'infini ». Mais on ne sait pas ce qu'il construit. À quoi ? Bon, c'est à Détroit, donc on a une petite idée. Mais le passage est là pour vous montrer que l'homme face à la machine ne sait pas qu'il contribue à un projet d'ensemble, en fait. Et c'est ça la division des tâches. Et si vous regardez, alors le raccourci est hyper violent et je m'en excuse, j'aimerais pouvoir passer beaucoup plus de temps et de délicatesse dessus, mais évidemment que c'est le mode de fonctionnement qu'on a gardé dans l'industrie pour les délocalisations et pour l'achat. La personne qui achète un t-shirt à Primark ou à H&M ne se sent pas responsable de la mise en esclavage d'une partie du monde. Et c'est le but. La caissière non plus. Le chef de... je sais pas, celui qui s'occupe du rayon machin non plus. Personne n'a l'impression de mettre en esclavage. Et il y a quelqu'un en haut lieu qui gère des chiffres et qui dit c'est plus rentable d'aller en Afrique qu'en Asie. Gros titre des journaux sur H&M, la main-d'œuvre asiatique devient trop chère, H&M délocalise en Afrique. Pour mieux asservir. Donc on est dans la même structure. Et ça, je vous cite Primo Levi, je vous cite Robert Antelme, les détenus l'ont dénoncé en 1947. C'est énorme, en fait. Et nous, on est censé avoir tiré les leçons de l'histoire, et on continue d'aller à H&M en se sentant innocent. Il y a un autre auteur donc, qui est plus loin des perspectives génocidaires, quoique, pour la mise en système politique fictionnel, il est un des plus grands. C'est le concept clé de George Orwell, dans 1984, dans 1984. Le concept clé, pour moi, c'est pas la novlangue et tout qui reprend la LTI, il y a plein de concepts clés. Pour moi, le concept magistral d'Orwell, c'est la double pensée.
tout le monde l'oublie ce concept, c'est quand même... Enfin pardon, je vous engueule du coup, alors vous avez rien fait. Donc tout le monde l'oublie ce concept, je suis affolée de voir quand je lis des ouvrages sur 1984, de voir le peu de place qu'on y laisse, mais tout l'édifice de 1984 repose sur la double pensée. Il est dit que on enseigne aux gens, une des premières choses qu'on leur apprend, c'est la capacité de cette double pensée à penser que quelque chose est complètement faux, mais à avoir en même temps la sensation quand ils le disent que c'est absolument vrai. Et cette espèce de mouvement contradictoire qu'on pratique tous au quotidien. Moi, je suis bien placée pour savoir, parce que c'est le contenu de mes enseignements, ce qui se passe dans un système comme celui des grandes entreprises qui délocalisent. Pourtant, il m'arrive encore d'aller acheter un truc pour ma fille à H&M. C'est ça la double pensée. J'ai arrêté d'aller au McDo quand j'ai vu qu'ils faisaient des poulets aux amphétamines, mais enfin, ils appellent ça les bébés obèses, c'est-à-dire ils prennent des petits poussins, ils les gonflent aux hormones, ils les font bouffer pendant 7 mois, et après ils en font des nuggets. Bon, bah, je trouvais ça très bon les nuggets, mais il y a un moment, j'ai plus pu. Mais ça prend des années. Et enfin, moi ça m'a pris des années, il y en a peut-être qui sont plus réactifs que moi, mais pendant des années j'ai pratiqué la double pensée. Quand vous avez une conviction profonde, bah, c'est même pas que vous vous arrangez avec la réalité. C'est que d'un côté, vous le savez parfaitement, mais vous avez parfaitement l'impression d'être droit dans ce que vous faites. Donc, c'est vraiment considérable ce concept. Sans la double pensée, l'édifice mis en place dans la société de 1984 ne fonctionne pas. Puisque cette histoire de refaire les journaux, vous savez que c'est le boulot de Winston, le personnage principal, il brûle les archives et il recrée des fausses archives. Bah, en fait, ça ne peut pas marcher, les gens sont pas idiots. Donc s'ils ne pratiquent pas la double pensée, ça ne marche pas. L'idée, c'est que les gens sont capables de voir un journal qu'ils savent être une fausse archive, tout en disant « Ah, c'était écrit dans le journal !» Et c'est ça la double pensée. Donc c'est énorme comme concept. Voilà, et en fait, donc... ouais, ça va être... Voilà, ce qui me semble considérable, c'est cette idée de déresponsabilisation du maillon de la chaîne. Fonctionner par chaîne, c'est fonctionner par maillon. Et le maillon oublie qu'il est dans une chaîne pour s'identifier à juste sa fonction. Et ça crée de la déresponsabilisation à outrance. Vous savez aussi que c'est le principe des pelotons d'exécution. Donc c'est un principe hyper connu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans les pelotons d'exécution, on sait qu'il y a une arme chargée à blanc pour que les gens qui tuent puissent toujours se dire « c'est peut-être pas moi ». Voilà. C'est énorme. C'est des gens qui savent qu'ils tirent sur quelqu'un pour le tuer, tout en gardant la pensée que c'est peut-être pas eux, donc ils peuvent le faire. Et donc je reviens à Auschwitz. À Auschwitz, je vous rappelle que la mise en place procède de l'échec de la Shoah par balle, de l'échec relatif de la Shoah par balle. Là, je fais référence à l'ouvrage de Christopher Browning, Les hommes ordinaires, l'étude du 101e bataillon, où il raconte, vécu de l'intérieur, comment des hommes ont-ils pu tuer comme ça. Donc c'est en Ukraine, donc c'est horrible, donc j'ai beaucoup de mal à vous en parler, mais donc c'était l'histoire de rassembler les villageois, en fait, donc tout le monde, femmes, enfants, vieillards, tout le monde, de les faire se mettre en ligne, et avec une fosse derrière, et de leur tirer dessus. En fait, c'était tellement impossible pour eux, même s'ils étaient nazis, même s'ils étaient convaincus, de tuer de l'humain innocent, même s'ils étaient convaincus que les juifs ceci ou que les juifs cela, que déjà ils étaient complètement bourrés, ils se torchaient la gueule, voilà. Ensuite, ils essayaient de créer une mise en scène grotesque, de les faire mettre nus, les fesses en l'air, pour avoir l'impression que c'était du tir à la carabine, enfin, donc ils créaient des contextes, et puis il y en avait qui disaient non, qui pouvaient pas, qui pouvaient plus. Et c'était pas du tout efficace pour la rationalité du génocide. Et donc, ils ont eu recours à ce système Ford. Et je vous rappelle que Ford et Hitler avaient une admiration mutuelle profonde et réelle. Tout ça est lié. Et le Fordisme, excusez-moi, mais on l'a pas encore mis à la poubelle complètement. Et ça me choque. Pardon, je m'énerve vachement, mais j'en ai marre de voir ces commémorations où on célèbre notre société purgée des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est faux. C'est faux. Je suis désolée, je m'emporte et je me positionne. Ça fait un petit moment que je fais des recherches là-dessus, donc avant j'étais beaucoup plus soft, mais c'est trop tard. Vous arrivez au moment où c'est plus possible pour moi. Je serais peut-être pas réinvitée. Donc voilà. Et ça, cette rationalisation extrême, c'est ce que Didier Durmark, qui a écrit une philosophie de la Shoah, appelle la 4e blessure narcissique de l'homme. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça.
Freud a parlé des 3 blessures narcissiques. Alors il dit, la première c'est l'héliocentrisme. L'homme n'est plus le centre du monde avec le soleil qui gravite autour de lui, mince. Ensuite, c'est selon Freud Darwin, dans le genre, on croyait que nous étions des créatures de Dieu, genre je te fais à mon image, et puis non, en fait on descend du singe qui descend de l'arbre, selon la blague consacrée. Donc on est des animaux, merde, petite blessure narcissique, on croyait qu'on était divin, ça n'empêche pas, moi je pense aussi qu'on a une part divine, mais ça c'est pas le débat du jour. Et 3e blessure narcissique selon Freud, qui lui-même était bien narcissisé, c'était lui-même, puisqu'il allait révéler au monde la face cachée de l'homme. Il s'est beaucoup auto-célébré, hein, Freud, je sais pas si vous savez comment il a mené sa petite barque, mais il était bon en marketing. Donc voilà, donc c'est les 3 blessures narcissiques, et Didier Durmark, qui est donc un enseignant en philosophie, dans son ouvrage Philosophie de la Shoah, a expliqué que, selon lui, il y avait une 4e blessure narcissique qui était, en fait, ce que j'appelle le contre-conte. Alors, je fais référence à Auguste Comte. Si vous lisez la philosophie positive, il a fait des cours de philosophie positive autour des années 1845. Et dedans, en fait, il y a des textes incroyables qui disent que puisqu'on est dans l'ère de la rationalité, on va vivre un espèce de paradis terrestre, en fait, puisque tout sera raisonnable. Et avec la Shoah, on voit que la raison poussée à l'extrême peut aller dans le sens de la destruction. C'est comme tout. C'est un moyen neutre, la raison. Donc si on la met au service de quelque chose de terrible, elle peut devenir rationnellement affreuse. Voilà. Donc, voilà. Je vous citerai un autre ouvrage. Alors, je comprends qu'il est beaucoup plus polémique, mais il m'a beaucoup interpellée, donc j'ai envie de vous en parler. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu connaissance de l'ouvrage de Charles Patterson, qui s'appelle, donc qui a été traduit Un éternel Treblinka, qui est hyper violent en fait pour le lecteur, et qui explique en fait qui reprend en fait la phrase d'Adorno que je dois avoir. Adorno, donc en général il est connu pour Pas de poésie après Auschwitz, on caricature beaucoup. Adorno a dit « Auschwitz commence quand quelqu'un regarde un abattoir et pense « ce ne sont que des animaux ». Donc ça va encore plus loin, parce que si vous poussez, donc là je le mets vraiment à titre de réflexion, hein, parce que là pour le coup c'est plus récent pour moi cette réflexion-là, et je ne suis pas encore complètement positionnée, mais en tout cas ça donne du grain à moudre, parce qu'évidemment avec ces réflexions-là on va jusqu'aux réflexions sur l'antispécisme. L'antispécisme, c'est le fait de se demander si l'homme a le droit de se considérer comme une espèce supérieure. C'est ces réflexions-là. Le mouvement vegan, qui a pris une ampleur considérable ces derniers temps, est porteur de ce genre de discours. Les anticorridas, l'idée de Descartes, c'était que les animaux étaient montés sur ressort, donc que c'était du réflexe, mais qu'ils ne ressentaient pas de douleur. Les études actuelles montrent évidemment que tout est vivant. Il y a même, alors je sais que ça fait rire quand on l'entend pour la première fois, mais c'est une réalité de biologistes très sérieux, des universitaires, pas ma tata machin. Mais il y a des études qui prouvent que le gazon se rétracte à l'approche de la tondeuse. Voilà, donc il y a quand même des études qui nous raccordent à ce que nous on a oublié parce qu'on est quand même très urbain. Au caractère complètement cyclique et connecté de la nature. Il y a beaucoup d'ouvrages en ce sens. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont vu le documentaire L'intelligence des arbres, qui montre en fait qu'une forêt fonctionne comme un espèce, ils appellent ça le wood web, pour faire la blague avec le World Wide Web. Donc en fait, il y a des connexions par les racines entre les arbres. Quand il y en a un qui en manque de nutriments ou quoi, les autres lui envoient par réseau, etc. Donc il y aurait une espèce d'entraide profonde. Voilà. Et Pablo Servigne, dont on reparlera, a fait une étude de ça au niveau humain. Est-ce que c'est duplicable à l'être humain? Et vous savez que dans les sociétés chamaniques, donc par exemple dans des tribus, en Mongolie, etc., il n'y a pas de hiérarchie entre la plante et l'homme. Les plantes enseignent aux hommes. Alors nous, dans nos sociétés hyper matérialistes, ça nous paraît genre voilà, le gars il a dû bouffer du LSD, il se balade dans la nature, il entend les plantes qui lui donnent une petite recette. N'empêche que c'est en fonctionnement réel là-bas. Et c'est des enseignements des plantes. Il y a un livre de Romuald Le Terrier, qui est ethnobotaniste, qui s'appelle, je sais plus, De la plante aux étoiles ou un truc comme ça, et qui explique tout ça, puisqu'il est allé passer des années et des années chez les Shipibo, je crois, lui, et qui explique ça.
Donc on tend vers ces questions-là. Donc je vous ai dit, moi je suis pas encore positionnée, je sais pas encore vraiment quoi en penser. Mais en tout cas, la question c'est ça. Est-ce que si on se débarrasse de ces questions de race, de classe, de structure, de classification, de hiérarchisation, etc. Ouais, c'est ce qui fait que le courant antispéciste est sur le devant de la scène à l'heure actuelle. Enfin, sur le devant de la scène, faut pas déconner. Ça reste une minorité et dont malheureusement beaucoup de gens se moquent, mais ça commence à être entendu enfin, alors que c'est une question qui se pose depuis plus de 70 ans en tout cas, pour la période récente, quoi. Voilà, vous savez, voilà, donc il y a cette réflexion sur en fait toute la filiation. Ford a eu la révélation sur la division du travail en allant visiter des abattoirs. Ford et Hitler s'admiraient mutuellement. Évidemment que le complexe d'Auschwitz se fonde sur la logique des abattoirs et du Fordisme. Et évidemment, vous avez peut-être vu les vidéos terribles qui passent, qui ont été divulguées par la Ligue de lutte contre la souffrance animale sur les traitements en abattoir. Donc vous voyez exactement à quoi ça correspond. Et vous avez cette phrase d'Adorno qui n'est pas dans le débat d'avant-hier et qui est Auschwitz commence quand quelqu'un regarde un abattoir et pense ce ne sont que des animaux. Et là, on retrouve l'utilisation de la métaphore animale dans les génocides, les rats pour les juifs, les cafards dans le génocide au Rwanda. Il y a 2 BD qui illustrent ça très bien. Il y a la BD Moss, que vous connaissez sans doute, qui reprend toute cette métaphore. Et pour le génocide rwandais, vous avez Deo Gracias, qui reprend la métaphore du cafard, en fait. Et donc, bah oui, si vous vous sentez distinct des animaux, vous pouvez dire que cette personne est en état d'animalité et donc elle est destructible. C'est comme ça que fonctionne la propagande génocidaire, en fait. Donc, je ne sais pas comment me positionner exactement par rapport à l'antispécisme, mais une chose qui est certaine pour moi, c'est qu'il faut embrasser cette question et la considérer pleinement. Elle n'est pas du tout oui, mais si on va comme ça, on ne vit plus. Non, on suce des cailloux, c'est ça, on m'a dit une fois. Vous voulez qu'on fasse quoi, qu'on bouffe quoi, qu'on suce des cailloux? J'avais dit, bah non, le caillou, c'est du minéral et du vivant. Donc, non, on va très très loin. Mais c'est en tout cas se poser la question, je trouve que c'est une réflexion saine. Et là, je vous cite Adorno, je vous cite pas voilà, c'est Auschwitz commence quand quelqu'un regarde un abattoir et pense ce ne sont que des animaux. Alors, je vais vous faire une petite confidence pour que vous puissiez vraiment vous marrer au dîner ce soir quand vous vous retrouverez en famille de la conférencière bizarre que vous avez eue. J'habitais dans le centre-ville de Marseille, qui est connu pour ses poubelles. Hein. À Marseille, on ne trie pas les ordures, on les jette par la fenêtre. On est un peu des sauvages. Et donc, on a tous des petits cafards, c'est nos animaux domestiques à nous. Et en fait, j'avais appris à vivre en bonne intelligence avec eux, ce qui pose problème à beaucoup de mes proches, parce que quand j'ai pris conscience de la manière dont on les détruisait, je ne pouvais pas avoir bossé 15 ans sur le génocide. Il dit, bah oui, tu t'en vas de ta maison, tu mets le gaz machin, c'était, voilà, ça en est arrivé là, quoi. C'est devenu impossible pour moi d'aller gazer des cafards. Alors que le cafard, justement, c'est, voilà. Donc, je vous dis ça, vous le prenez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est une réalité vécue. C'est pas, moi, je dis pas ça pour me foutre de moi, en fait. Donc, vous avez le droit, mais moi, je le vis de manière très sérieuse, en fait. Voilà. Alors, le traitement des animaux est toujours sur le même modèle. Les abattoirs n'ont pas changé. Et le monde industriel joue toujours sur cette dilution de la responsabilité pour que surtout, le consommateur ne s'en sente pas responsable des délocalisations, que les gens qui délocalisent soient suffisamment coupés des gens qui sont délocalisés pour pouvoir dire « Ouais, mais moi, je m'occupe du budget, hein. Tout ce que je veux, c'est la réussite de mon entreprise. Je pense aux actionnaires. » Voilà. Et que les employés puissent revendiquer d'être bien toujours employés dans ce truc qu'ils vomissent, en fait. Parce que s'ils regardent le système dans lequel ils sont, c'est à vomir, en fait. Je ne suis que caissier, je ne suis que vendeur. C'est toute la question. Donc, j'en viens à un point qui me tient à cœur, puisque vous le savez, je suis enseignante et chercheur. Je pense qu'il faudra en finir dans l'enseignement avec la justification théorique du néolibéralisme ultra-violent. Et pareil, si on avait tiré les leçons de l'histoire, on n'aurait pas un système philosophique qui nous apprendrait si bien à devenir, pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi, des petits soldats du néolibéralisme, produits à la chaîne.
Alors là, je vous renvoie à plusieurs ouvrages, évidemment La sobriété heureuse de Rabi, mais aussi un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, de Florence Noisville, qui s'appelle J'ai fait HEC et je m'en excuse, donc que j'aime beaucoup, et qui explique que, donc elle a fait une enquête journalistique sur l'école dans laquelle elle a fait ses études, et elle explique que la crise n'a rien changé aux enseignements qui sont diffusés à HEC. Il y a une vague chaire de économie alternative, il y a des profs qui incarnent cette pédagogie-là, mais ils sont toujours extraordinairement minoritaires. Et le copier-coller mondial de comment réussir dans la vie quand on est un jeune golden boy ou golden girl, c'est toujours le même. Et il est infiniment destructeur, je veux dire, c'est ridicule. Et en fait, l'enseignement, ce qu'on nous demande d'enseigner à nos élèves et à nos étudiants, est une vaste justification philosophique du monde dans lequel nous sommes. Et on nous dit, le monde est horrible. Regardez, tout est lutte de tous contre tous. Si on n'avait pas ce système de préservation avec la petite politique et la petite économie, dans quoi serait-on? Homo homini lupus est, a dit Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Et là, mais on dit, enfin si on est un bon prof, enfin si, parce que vous avez eu des bons profs, évidemment que les profs jouent avec ce qu'on leur demande d'enseigner. Mais c'est une anthropologie fictive. Hobbes n'a jamais connu un temps d'avant le contrat social. L'anthropologie qu'il crée là où les hommes s'entrebouffent et que chacun pense à la survie de sa vie et de ses membres, ça sort de sa tête pour cautionner son idée de contrat social. Ça s'appelle de la philosophie à contrario. C'est ce que fait aussi Victor Hugo quand il sort le drame romantique. Il dit, ben avant il y avait ça et c'était tout pourri, mais moi ce que je vais faire c'est mieux. Le dénigrement de ce qu'il y avait avant est un avant qui n'existe pas. L'avant qui est dénigré est créé de toutes pièces pour dire, regardez comme je fais avancer les choses. C'est de l'autopromotion, quoi, c'est assez bien fichu. Et donc Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme. Bah, alors évidemment cette phrase pourrait être plus discutée et tout, parce qu'on a beaucoup abusé d'elle, la pauvre, mais l'homme est un loup pour l'homme, c'est une fiction anthropologique. S'il n'y a pas le contrat social, regardez ce qui se passerait. Mais on n'y a pas assisté. C'est de la fiction. Et donc là il y a un ouvrage pour moi considérable, que je vous incite vraiment à lire, qui est l'ouvrage de Pablo Servigne, avec qui j'ai beaucoup d'affinités intellectuelles, qui s'appelle « L'autre loi de la jungle, l'entraide ». Et il fait une contre-histoire de la philosophie. Donc dans la même sauce, vous avez Darwin, et le pauvre Darwin, en fait, il a jamais dit ce qu'on lui fait dire, en fait. Je sais pas si vous avez lu Darwin dans le texte. Il postule, c'est un chercheur, quoi, quelque part. Donc il dit « Et si c'était parce que si ? Et si c'était parce que ça ?» Et non seulement nous, maintenant, on dit « Bah oui, c'est comme ça, les plus forts gagnent !» Et en plus, on l'interprète, darwinisme social. Darwinisme social, c'est une invention du temps de Darwin que Darwin niait lui-même. Il n'était pas d'accord avec le darwinisme social. Il en voulait au gars qui avait inventé cette expression parce que pour lui, c'était pas du darwinisme et c'était pas applicable à la société. Donc ça fait quand même 2 points importants de litige. Voilà. Et donc au lieu de, donc là pour pas vous garder trop longtemps en otage. Et puis pour vous permettre de vous exprimer aussi, parce que c'est pas parce que j'ai la parole, en plus j'y vais fort, donc qu'il faut la garder que pour moi, donc je vais partager après. Mais je pense que l'ouvrage de Servigne est considérable. C'est ce qui manque à la philosophie. La philosophie a été amputée de l'histoire de l'entraide. Et il y a évidemment une histoire philosophique de l'entraide qui est immense, considérable, avec un nombre d'auteurs qui sont passés au second plan, ou qu'on prend pour des gentils fous. Comment on a appelé le mouvement dans lequel s'inscrit Fourier, de ça ? Le socialisme utopiste. Moi, on m'a appris le socialisme utopiste et j'ai appris bien plus tard que c'était les détracteurs du socialisme utopiste qui l'avaient appelé le socialisme utopique, mais que ce socialisme ne voulait pas du tout utopique. Alors bien sûr, il y a des passages de Fourier où le gars pète visiblement un câble, quand il parle des océans de sucre, là, bon, bref, passons. Mais il y a des idées, je dirais même beaucoup plus valables et porteuses que certaines idées tout aussi folles, et qui encourage un néolibéralisme forcené qui va devenir un technolibéralisme avec l'intelligence artificielle et l'étayage algorithmique, si on a le temps d'en reparler, mais donc c'est pas innocent. Donc oui, l'école et l'enseignement qui passe son temps à faire des cérémonies de commémoration et à inviter des enfants de rescapés, etc., etc., ne fait pas son boulot sur ce qu'ont dénoncé les détenus
à savoir que on peut libérer l'école de la théorisation du libéralisme ultra-violent. Et c'est ça aussi, tirer les leçons de l'histoire, c'est construire un monde vraiment différent. Alors, j'en arrive à mon dernier point que j'ai choisi, donc par rapport aux révélations qui ont eu lieu dans les camps de concentration. Et là, on est plus sur quelque chose d'humain. Et là, je vais aller sur un auteur qui m'est vraiment cher et qui s'appelle Viktor Frankl, qui est moins connu que Primo Levi et Georges Semprin, qui est aussi peu connu que Robert Antelme, on va dire, et qui a été déporté, d'abord à Theresienstadt et puis après à Auschwitz. Et il a été déporté avec sa famille, il a perdu quasiment toute sa famille dans ce camp. Et il a perdu sa femme enceinte, ce qui est insupportable en fait. Et il était psychiatre déjà avant sa déportation. Et quand il a écrit, lui non plus n'a pas écrit ma détention, ma déportation à titre de témoignage. Il a expliqué ce qu'il avait compris en se mettant à un pas de distance du camp. Donc il était dans le camp, mais à un pas de distance psychologique pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pouvait en tirer pour son métier en fait, puisqu'il était psychiatre, et comment il pouvait aider les autres par son métier dans les conditions inédites et extrêmes du camp de concentration. Et en fait, donc, il nous livre ses observations dans un ouvrage consacré à ce qu'il a édifié plus tard, c'est-à-dire la logothérapie. Donc en fait, j'ai beaucoup galéré pour trouver là où il parlait du camp, parce que je ne trouvais pas de récit où c'est explicitement écrit. Voilà, je suis passée par le camp et je vous raconte. Et en fait, c'est le premier chapitre de son ouvrage sur la logothérapie. Et en fait, la révélation de Viktor Frankl, c'est que la vie est une question de sens. Et donc, il vous donne des observations dans ce livre, et il explique que la mortalité dans les camps était loin d'être uniquement liée à la robustesse physique, et qu'elle était largement liée au manque de sens des détenus. C'est-à-dire ceux qui n'arrivaient pas qui n'avaient pas une construction de leur vie au niveau du sens, quel est mon but, où je vais, quelle est ma responsabilité, mon implication dans ma vie, le taux de mortalité est beaucoup plus fort. C'est une observation sur le tas, hein, ça n'a rien de chiffré, donc c'est évidemment contestable, il y a tous les cas contraires, c'est évidemment beaucoup moins simple que ça. Mais il a remarqué qu'effectivement le sens tenait en vie. Et l'exemple qu'il donne, il y en a plein, hein, encore une fois, ça fait des années que je travaille sur les rescapés, et il y a énormément d'histoires considérables qui font écho à celles que raconte Frankl. Donc Frankl raconte qu'à un moment il était au Revier, donc l'infirmerie du camp, et qu'il voit passer donc un homme très malade. Et puis une nuit qu'il passe donc à l'infirmerie, cet homme très malade fait un rêve. Et ce rêve, à cet homme très malade, lui semble complètement réel. Il a vraiment l'impression qu'il y a un message qui lui a été délivré. Et ce message, c'est que la guerre finira le 31. Mettons qu'ils sont le 15 et le 10, c'est le 31. Il se réveille et au bout de 2 jours, rémission totale. Il retourne dans le camp. Et le 29, il est à l'infirmerie à nouveau. Et le 30, il est dans un état déplorable. Et le 31, il meurt. Pourquoi ? Parce qu'il y avait... Enfin, c'est l'explication de Frankl, hein, c'est pas à moi qui vous dis on survit quand on se donne un cap. Bon. Mais c'est l'exemple que donne Frankl pour expliquer qu'il a assisté à plusieurs exemples de cet ordre, où en fait, les gens avaient un but, et une fois que ce but était dépassé ou infirmé, ils mouraient. Et que ça peut même entraîner des rémissions, etc. Bon, je travaille aussi beaucoup à côté sur la maladie et la question du sens, donc ça m'a beaucoup interpellée aussi. Je pourrais en parler avec certains d'entre vous si ça les intéresse, mais c'est vraiment un des pans de ma recherche qui me passionne. Et donc, il raconte ça. Vous savez aussi, peut-être qu'au niveau des rescapés, on voit beaucoup d'histoires comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Léon Lisson, qui a écrit, donc L-E-Y-S-O-N. Il a écrit L'enfant de Schindler. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui avait été fait si connu, La liste de Schindler, et vous connaissez l'histoire de ces enfants qui ont été cachés par Schindler, employés par Schindler. Il faisait partie de ces enfants-là. Donc il raconte son histoire, mais il a décidé de la raconter, je ne sais plus si c'est en 2009 ou en 2012, mais dans une période hyper récente. Et donc il y en a beaucoup qui ont raconté comme ça sur le tard, et il y en a beaucoup qui disent explicitement
qu'ils ne peuvent pas mourir sans avoir accompli ça. Et chez Léon Lisson, on a vraiment le cas de figure archétypal, on va dire, enfin très symbolique, qui est que quelques jours après la remise de son manuscrit à la maison d'édition, ou quelques jours après la publication ou le contrat signé, enfin vraiment une étape symbolique de c'est fait, il est mort. Donc vraiment, il était à un âge un peu avancé. Et donc c'est vraiment ce genre de choses auxquelles Viktor Frankl fait allusion. Évidemment, il y a plein de contre-exemples, hein, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, et donc après, dans le camp, Viktor Frankl a essayé d'appliquer ça. Et quand il voyait des gens qui étaient en train de perdre pied et de se laisser mourir, je ne sais pas si certains connaissent la notion de musulmans dans le camp de concentration, qui n'a rien à voir avec la religion, on appelait les musulmans ceux qui avaient lâché l'affaire en fait. Donc ils se laissaient aller complètement, plus d'hygiène, plus de valeur, maître moral complètement bouleversé. Et ils étaient appelés, il y avait une espèce de jargon du camp de concentration, les musulmans. Et ils tombaient sur des gens comme ça qui se laissaient mourir et qui disaient « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'attends plus rien de la vie. » Et Viktor Frankl avait trouvé cette phrase qui était « Oui, mais qu'est-ce que la vie attend de toi ?» Et c'est là qu'il a articulé toute son activité en ce sens autour de deux pôles qui me semblent hyper importants pour nous et pour la génération qui vient, qui sont en quoi es-tu irremplaçable et donc de quoi es-tu responsable. Donc d'oublier le camp, bien sûr que non, mais de se dire voilà, c'est pas j'attends plus rien de la vie puisque je vais mourir, on m'a réduit à l'état de déchet, évidemment que ça donne envie de mourir, évidemment. Mais se rattacher à un enfant en bas âge, personne ne peut l'élever à notre place. Vous savez que c'est ce qui retient aussi des gens en vie. Il y a des gens qui reviennent des expériences de mort imminente en disant et là j'ai entendu une voix qui m'a dit bon, donc il y a toutes ces expériences aussi. Après je vous demande pas d'y croire, c'est un de mes domaines de recherche, donc je les vois largement passer ces témoignages, mais en tout cas il y a cette idée de voilà, en quoi es-tu irremplaçable sur cette terre. Et personne ne peut être maman de Noélie à ma place, par exemple. Noélie, c'est ma fille, du coup, je la salue. Voilà, saluons-la, petite pensée pour elle. Donc, je suis irremplaçable en tant que mère de Noélie. Après, en tant que chercheur, sans doute, parce qu'il n'y a personne qui fait exactement ce que je fais, comme tout le monde, il n'y a personne qui fait exactement ce que vous faites. Il y a une phrase en développement personnel qui dit, je ne sais plus de qui elle est, je crois qu'elle est d'Oscar Wilde, qui est « J'ai décidé d'être moi-même parce que toutes les autres places étaient prises ». Voilà, en fait, on n'est jamais le duplicat de quelqu'un, donc on est forcément irremplaçable. Et dans l'entreprise nazie, le but, c'était d'être un numéro interchangeable entièrement, intégralement. Une main qui visse un boulon, un dos à fouetter, enfin, une tête grise et rasée, quoi. Et donc de se reconnecter à l'irremplaçable, lui, il a vu des effets considérables sur les personnes à qui il parlait. Donc l'irremplaçable et le responsable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se sait irremplaçable, on a une responsabilité à l'égard de cette irremplaçabilité. Et donc, une fois que... Parce que lui donc, a survécu au camp, et donc il a appliqué cette méthode qu'il a appelée la logothérapie dans son travail de psychiatre. Et je suis pas psychiatre, hein, mais je fais des ateliers de développement personnel, etc. J'ai des fois des gens à qui je parle et j'utilise ces outils. Alors peut-être pas les outils propres à Frankl, mais en tout cas ça me semble énorme. Et Frankl dit, il y a beaucoup de gens qu'on croit en dépression, alors que c'est juste qu'on leur a pas permis de dégager de leur vie le sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant mes 7 ans de thèse. Je croyais que j'étais en dépression massive en fait. Il y a beaucoup de gens dépressifs en thèse, hein. La mienne a duré 7 ans, donc c'était très lourd. Et je croyais que j'étais en dépression, c'est juste que je ne savais pas quoi faire de moi dans cette société-là. Une thèse en lettres sur l'indicible, les gens ne vous font pas la haie d'honneur tous les matins en vous disant que vous êtes utile. Hein. Voilà, donc c'était un peu difficile. En même temps, moi, je me sentais connectée à des trucs énormes. J'ai jamais écrit une ligne sans la ressentir pleinement et sans que chaque phrase ait été pour moi un travail d'orfèvrerie considérable, de taille, d'ajustement. Mais pourquoi? J'ai été lue par 6 personnes, hein, ma thèse, 6 personnes. Au monde, ok? Donc 7 ans de ma vie. Donc oui, des fois je croyais que j'étais en dépression, je me disais à quoi bon et tout. C'était juste le sens, quel était le sens à ce moment-là? Et si on n'entend pas ça, la vie est une question de sens, moi Viktor Frankl,
l'ai découvert par l'expérience limite ultime, l'expérience ultime des camps de concentration nazis. Si on n'agit pas selon ça, ben, ça donne la génération actuelle. Est-ce qu'on a pris en charge les générations qui ont découlé de la Seconde Guerre mondiale sous cet angle-là? Est-ce qu'on leur a dit, ce qui compte pour vous, c'est que votre vie ait un sens? Et là, je vois tous les gens, parce que moi, je me fais beaucoup dénigrer parce que les gens savent que je fais du développement personnel à côté. Et pour eux, le développement personnel, c'est dire « Ah, fermez les yeux, vous êtes un arbre, oulala, vos racines vont profondément dans la terre, on est zen, etc. » Déjà, je suis loin d'être zen, donc c'est un très mauvais exemple. Mais en plus, heureusement que les gens commencent à réfléchir à ça. Donc oui, il y a plein de schématisations dans le développement personnel, plein d'inepties qui sont dites. C'est même pour ça que j'ai décidé de me lancer dedans en me disant, bon, bah, je dirais moins de conneries que ceux qui m'ont formé. Bon, en toute humilité. Mais donc c'est par souci de remettre un petit peu de complexité là-dedans que je me suis lancée. Mais heureusement qu'on revient enfin à des questions fondamentales de sens. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les ouvrages sociologiques qui ont été écrits sur la génération Y, dite Y, et la génération dite Z. Donc Y, c'est les vieux Y, c'est moi. C'est-à-dire on a eu l'ordinateur autour de nos 8-10 ans et un smartphone à 25-30 ans. Et les Z, c'est mes étudiants. Ceux qui sont nés avec, hop là, après le 11 septembre, genre c'est 2003 le 11 septembre, ah, what? C'était il n'y a pas longtemps. Si, en fait, madame, vous êtes vieille. Ah, bon. Donc c'est tout ce débat-là, et donc eux, ils sont nés avec le web, etc. Et donc pour eux, tout est horizontal, tout est fluide, et eux, en tant qu'eux-mêmes, doivent être considérés comme eux-mêmes partout dans leur vie. Alors évidemment, c'est schématique, hein, il y a plein de Z qui sont encore sur le modèle... épée. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus mélangé que ça, mais il y a une tendance, effectivement, liée au Broadcast Yourself, à YouTube, qui est gratuit. Un Norman, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune homme qui fait des vidéos. Il n'a pas lu aller sur le marché de l'emploi en disant « Mais regardez, je suis bon au montage », et qu'on lui dise « Ben non, mon gars, d'abord, tu vas faire les photocopies. » On a tous commencé par là. Hein. C'est plutôt des jeunes qui sont démarchés parce qu'ils font tellement de vues qu'ils ont déjà du succès et qu'on décide de les rémunérer dans un métier qu'on va créer. Et donc, ce modèle fait que ça donne du sens, puisque vous faites quelque chose en amateur, et puis au bout d'un moment, vous le faites si bien qu'on vous repère et qu'on dit, ben, ce sera ton job. Et puis quand il vous plaît plus, vous l'abandonnez. Nous, on avait les groupes de musique qui occupaient le devant de la scène pendant 5, 10, 20, 30 ans. Paul McCartney, qui est encore là. Et maintenant, c'est, je sais pas si vous connaissez le collectif Fauve, c'est des gens qui se sont mis ensemble, ils ont fait de la musique ensemble pendant 2-3 ans, puis ils se sont dit, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire, on va pas occuper la scène à la place des autres alors qu'on n'a plus rien à dire. Si on doit reprendre, on reprendra. C'est un petit peu ça, génération YZ. Et du coup, chez eux, la société telle qu'on la leur présente n'a aucun sens. Ceux qui sont dans cette dynamique-là, ça n'a aucun sens pour eux d'aller faire des photocopies dans une boîte pour faire leur preuve de fiabilité, pour ensuite pouvoir coller des timbres, pour ensuite pouvoir accéder à un ordinateur, pour ensuite peut-être être reconnus pour ce qu'ils savent faire. Ça n'a aucun sens. Et du coup, sincèrement, la réflexion à l'heure actuelle sur le sens, c'est ce qu'on donne comme modèle, c'est gagner de l'argent pour consommer. Travailler pour gagner de l'argent pour consommer. Ça n'a aucun sens. Pour quelqu'un comme moi, ça n'a eu aucun sens au jour 1 de ma vie dans les bras de ma mère. Non mais j'ai jamais adhéré en fait. J'ai toujours trouvé que c'était terrifiant. Et quand j'ai fait des études sur... l'État islamique, là, il y a quelques années, quand il y avait eu destruction de Palmyre et tout ça, et que l'État islamique recrutait, je m'étais beaucoup intéressée à quel était le profil des gens qui s'enrôlaient. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le ciel attendra. Bon, ben, c'est exactement cette question-là, c'est-à-dire, c'est un film qui dit que non, c'est pas des fous de Dieu qui s'enrôlent forcément, il y a toute une part qui sont juste des gens à qui on a éduqué à tu vas avoir un boulot que t'aimes pas, pour avoir de l'argent, pour quoi faire? Pour consommer, ce que t'aimes pas non plus, parce que pourquoi consommer en fait, ça n'a aucun sens en fait. Surtout qu'il y a une philosophie décroissante maintenant, donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés prendre, mais c'est une réalité. Hein. Dounia Bouzard en parle beaucoup et elle sait de ce dont elle parle en sociologie. Et c'est des gens, enfin il y a eu beaucoup, donc c'était pas... Forcément il y a eu des gens qui sont enrôlés parce qu'ils ont été endoctrinés par ou des fous de Dieu, ou des choses comme ça. Il y a eu plein de cas de figure. Mais il y avait un cas de figure où c'était ce que j'aurais pu être adolescente, c'est-à-dire
quelqu'un qui voyait pas trop the point dans faire un boulot qu'on n'aime pas pour gagner sa vie et consommer. Ça n'avait aucun sens pour moi. Et à ce moment-là, vous êtes perméable à tous ceux qui vous disent bah, engage-toi. Alors si vous tombez sur un militant, je sais pas, sur des gens engagés dans la Croix-Rouge, ben, c'est moins dangereux. Voilà. Mais moi, mes étudiants, ils sont hyper nombreux à se spécialiser dans les masters de la fac de droit, comment ça s'appelle, qui travaillent dans la construction des puits à l'étranger, enfin d'essayer, voilà, et tout en respectant les coutumes locales, à pas s'exporter comme un impérialiste. Enfin, il y a toute une dénonciation globale dans ce sens. Donc ils veulent ça, ils veulent du sens. Et c'est ce que raconte aussi Florence Noiville dans J'ai fait HEC et je m'en excuse, puisqu'elle dit je gagnais des paquets d'oseille en Amérique, et à chaque fois je proposais quelque chose pour quelque chose. Le mantra de mon supérieur, c'était « Make more money, the rest we don't care ». Fais plus d'argent, le reste, on n'en a rien à foutre. Rien à secouer, pardon. Rien à faire. C'est encore mieux. Conférence, c'est encore mieux. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Et vous savez aussi, enfin, peut-être c'est votre vie aussi, que maintenant, la reconversion à 30, 40, 50 ans est hyper fréquente. En gros, moi j'appelle ça en cours, quand je fais cours sur le monde contemporain, je parle de l'effet Masterchef. Parce que dans les émissions comme ça, vous dites, mais en fait, moi j'ai été banquier, mais je voulais faire de la cuisine. Et en fait, l'effet Masterchef, c'est que jusqu'à 30 ou 40 ans, il y a eu un métier, gagner sa vie, et cet argent ne va pas être utilisé pour consommer, mais pour se payer les études qu'on a toujours rêvé de faire et qu'on n'a pas osé parce que les parents se disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire de la guitare, c'est débile, tout le monde ne devient pas rockstar, voilà. Donc ou cuisinier, ou chef, ou j'en sais rien. C'est cette dimension-là. Et tout ça, bah, je suis désolée, mais en 45, c'était déjà compris et intégré par des gens qui ont vécu ces choses-là. Et encore une fois, c'est pas de la théorisation des années 70, qui en découle peut-être d'ailleurs, hein, mais avec maintenant, on va faire un monde meilleur. C'est pas du tout cette optique-là. C'est des gens qui sont allés au bout d'eux-mêmes, au bout des gens, au bout à l'état limite entre la vie et la mort, et qui ont dit, c'est ça. Si vous donnez pas de sens à quelqu'un, sa vie est une vaste dépression, quoi. Ça ne sert à rien. Et donc, on l'a déjà entendu. Et l'idée, c'est que c'est pas encore dans l'enseignement, et on considère toujours que s'intéresser à soi, c'est un privilège de riche, et qu'on devrait plutôt travailler pour gagner sa croûte. Et en plus, travailler pour gagner sa croûte, maintenant, il y a une suite qui est pour consommer. Et c'est aussi tout le débat des gilets jaunes, qui a mis ça sur le devant de la scène, consommer, quelle est la part de ça, est-ce qu'on doit militer pour le pouvoir d'achat, quelle est la place du pouvoir d'achat. Alors, il y a un problème beaucoup plus vaste autour, et il y a un mépris considérable aussi qui a bien fait d'être signalé selon moi, mais il y a aussi cette dynamique-là, est-ce qu'on peut encore revendiquer notre soif de consommation à une époque où ça n'a finalement pas de sens pour les générations du dessous, en tout cas une partie de ces générations. Je conclus parce que j'ai dépassé mon temps de parole de 6 minutes déjà. Alors voilà, j'aimerais conclure avec une réflexion, donc je vous la mets entre les mains, mais c'est en train de se faire en moi, donc c'est pas encore abouti, mais j'ai vraiment envie d'en parler avec vous parce que je sens que je mets le doigt sur quelque chose, et j'espère que je vais arriver à lui donner une forme dans les mois qui viennent. Donc, c'est premier jet. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Cette pyramide de Maslow, c'est en fait un triangle, mais le mec a décidé que c'était en 3D. Donc, c'est un triangle qui étage comme ça les besoins des hommes et des femmes, enfin de l'humanité. Et qui va donc des besoins physiologiques. L'étage au-dessus, donc c'est la sécurité. Ensuite, on va sur la question de l'appartenance, de l'estime, et alors seulement, on peut aller sur les questions d'accomplissement personnel. Donc, je ne dis pas que c'est Maslow, donc c'est sa pyramide, la pyramide de Maslow, mais l'interprétation qui en est faite le plus souvent, hein, c'est que en fait, tant que nos besoins physiologiques qu'on n'y a pas répondu, il n'est pas question encore de penser à l'estime de soi et que la question d'accomplissement personnel, en fait, c'est en haut de la pyramide. C'est quand on a répondu aux exigences physiologiques
qu'on est dans un état qui nous donne une certaine sécurité. C'est sûr que si on risque sa vie toutes les 2 minutes, ben c'est pas là qu'on va se mettre à écrire forcément de grandes œuvres. Ensuite, ben, y a la question du groupe, de l'estime. Sans estime de soi, c'est difficile d'aller vers la question de l'accomplissement personnel. Donc il fait cette pyramide comme ça, dont l'interprétation est que plus on avance dans ce triangle, plus on monte les étages de la pyramide, et plus on peut aller vers l'accomplissement de soi. Et en fait, donc, voilà, ce que je veux vraiment, c'est y aller en délicatesse, que les idées arrivent toujours un peu boum. Et je ne sais pas si j'arriverai à nuancer suffisamment, donc je vous donne un ordre d'idées. Mais en fait, mon étude des camps, des lectures de rescapés, de témoignages de rescapés des camps de concentration nazis, m'a conduit à poser la réflexion de l'effet miroir de la pyramide. Donc moi, je fais un losange. Qu'est-ce que ça fait si les besoins physiologiques ne sont pas... donc c'est le camp de concentration, en fait. Moins il y a pas de... Les besoins physiologiques ne sont pas assouvis. Il n'y a pas de sécurité. Donc, la logique voudrait que ça devienne des animaux. C'est ce qu'explique Robert Antelme. On aurait dû sortir de l'espèce humaine à ce moment-là. Pourtant, moi, je lis ces écrits et je me dis, bah, ils ont mis le doigt sur des révélations sur l'espèce humaine. Et quelque part, là, j'ai pas pu vous parler du passage d'Antelme sur Jacques, mais vous avez au moins cette ici que nous avons connu les estimes les plus anciennes, les plus entières et les mépris les plus définitifs. Donc, cette espèce de quasi-jugement dernier de l'homme. Hein. Qui es-tu vraiment? Bah, hop, tu peux pas mentir ici. Et du coup, cette espèce de révélation du bas de la pyramide, qui fait que j'ai envie de dire, bah, en fait, la pyramide peut s'inverser, puisque au bout, pour certains, hein, parce qu'évidemment, il n'est pas question de dire que aller dans les camps de concentration, ça vous permettra de sortir des illusions de vous-même, ce serait insultant et idiot. Mais dans ce que je lis, je dirais que pour certains auteurs, il y a une espèce d'inversion de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que dans cet état de privation, dans cet état d'insécurité permanente, ils ont eu des révélations sur l'espèce humaine, qui vont jusqu'à l'accomplissement humain. Donc, est-ce que c'est pas plutôt un losange, cette pyramide? Et je rajouterai là-dessus la pensée de Pablo Servigne. Pablo Servigne explique dans le livre dont je vous ai parlé, L'entraide, la deuxième loi de la jungle, ou la deuxième loi de la jungle, l'entraide. Il explique qu'en fait, il y a... Donc, lui est collapsologue. La collapsologie, c'est les gens qui pensent que tout peut s'effondrer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça sort d'une étude du MIT des années 70, qui est qu'en gros, croissance, à 30 ans, poum, tout s'effondre. Plus de ressources, nappe phréatique défoncée, voilà. C'est la collapsologie. Donc c'est hyper dark. Je suis très spécialement positionnée par rapport à ça, on pourra en reparler, parce qu'il y a des questions de rétrocausalité qui me tiennent à cœur, mais alors là, si on rentre là-dedans, si vous avez la nuit devant vous, voilà, donc je vais éviter. Mais en tout cas, il y a cette réflexion qui est la mienne. Donc en tout cas, lui est collapsologue, mais il a commencé à... Et on lui a dit, mais ça va être l'horreur si la croissance s'effondre, si tout s'effondre. Les gens sont tellement égoïstes qu'ils vont s'entretuer. Ça va être terrible. Et en fait, lui a écrit qu'en fait, on était un ensemble, un réseau empathique avec une toute petite couche d'individualisme par-dessus, hyper récente, complètement néolibérale et liée à l'endoctrinement économique qui était le nôtre. Et que donc le seul risque, c'est de s'identifier à cette toute petite part de ce qu'on a appris récemment en temps d'hypercroissance, d'hyperconsommation en fait. Et lui, il est convaincu que la collapsologie, enfin le collapse effectif, donc l'effondrement effectif, peut conduire au contraire à enlever cette dernière étape qui serait une espèce d'excroissance malencontreuse de nos sociétés pour revenir à l'étage en dessous qui est dans l'appartenance, l'union, etc. Et c'est sur ça que je vais terminer en disant, est-ce que cette pyramide de Maslow transformée en losange ne serait pas finalement un diamant? C'est-à-dire il faudrait couper la tête de la pyramide, c'est-à-dire que c'est pas l'accomplissement de soi qu'on a au bout, c'est l'individualisme effréné, et rajouter la pyramide en bas, parce qu'on retrouve aussi toute la dynamique mystique. Les mystiques, ils partent dans la forêt sans bouffer, avec des décoctions de plantes, et ils y passent 1 an, 2 ans sur les sommets de l'Himalaya, pour être dans la transparence au monde.
Alors, je dis pas du tout que c'était les conditions des détenus, parce que eux n'étaient pas en harmonie avec la nature, ils étaient oppressés, ils étaient dans un contexte qui était l'aboutissement extrême de la destruction, donc ils ne pouvaient pas respirer du prana, comme on dirait. Hein. Mais on est dans cette... Moi, je pense vraiment que la pyramide inversée est celle de la transparence au monde, alors que finalement, le sommet de la pyramide de Maslow est finalement la perversion de ce qu'on pourrait prendre pour de l'aboutissement philosophique. C'est un postulat, encore une fois, vraiment je vous le soumets en tant que tel, et je le retravaillerai plus tard, mais j'avais vraiment envie d'aborder ça avec vous. Et donc ma dernière phrase, ce sera sur le fait que j'appelle de mes voeux, le fait que on tire vraiment les leçons de l'histoire en évitant les célébrations faciles et les flonflons qui l'accompagnent, et que cela passe par une rénovation fondamentale de l'éducation, par le biais de l'empathie, de la connexion, par une histoire de la philosophie de l'entraide, par la lutte active contre la double pensée, parce que j'appelle de mes voeux tout simplement une société qui change fondamentalement sa conception des rapports interpersonnels et qui change de manière radicale son économie et le monde du travail qui y est asservi. J'ai fini. Merci.